Je Tchétchène et je Darfour, j'Indien du Chiapas et je Touareg, je Kurde, j'Amérindienne, j'Aborigène, j'Arménienne. Je mineur de Courrières ou d'Ukraine dans le grisou, je mineur dans la chaleur de la Serra Pelada, je femme au panier si lourd, je coupeur de canne à Cuba. Je prisonnier au goulag et je sacrifié à Tchernobyl. Jigbal Massi, esclave à 4 ans, je le porte, assassiné à 12. Oui, à la vie, à l'utopie foisonnante, oui, à la vie, à la feuille blanche, oui, à la vie, oui, à la vie. Oui, à la vie, à l'eau vacillante, oui, à la vie, à la quête permanente, oui, à la vie, oui, à la vie. Bienvenue dans l'antre de mon atelier d'écriture. Je suis Christophe Forgeot et je vous accueille dans mon antre. C'est là où je crée, où j'imagine, j'invente, j'écris, je finalise des projets. C'est là où je mets en forme, où je saisis sur l'ordinateur. C'est là que je cuisine, on va dire. J'ai commencé à écrire très jeune et mon premier poème a été publié par des Luxembourgeois, les Cahiers luxembourgeois en 91. Et mon premier recueil a été publié par des Belges chez Unimuse avec une préface de Colette Nice-Mazur. C'est Colette Nice-Mazur qui m'avait pris ce poème, ce recueil qui s'appelle 12 et coursive. Et donc en 1995 chez Unimuse à Tournai en Belgique. Et puis j'ai continué à écrire et j'ai aujourd'hui une quinzaine de recueils de poèmes. J'ai publié aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Le Voisin aux éditions Encre de Siagne, et puis des nouvelles, des articles, des notes de lecture, des chroniques, des scénettes dans des revues, des anthologies, une cinquantaine à peu près de revues et d'anthologies en France et puis aussi un peu à l'étranger, au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et mes derniers ouvrages sont notamment les haïkus du voyage aux éditions... Ah, ça c'est Nestor qui me dit que j'ai un message. Je vais lui dire, s'il vous plaît Nestor. Alors, je vais baisser le son. C'est Nestor, c'est comme de chez Tintin, c'est le Nestor du capitaine Haddock au château de Moulinsart. Donc je parlais des haïkus du voyage aux éditions Le Petit Véhicule, ce qui est pas mal pour
les haïkus du voyage, avec un très beau livre, avec une reliure à la japonaise, et les dessins sont faits par Nicolas Geffroy, et c'est un très bel ouvrage avec des encres de Chine. Ça, c'est un des derniers ouvrages que j'ai publié. Il y a aussi un des derniers ouvrages que j'ai publié avec Henri Baviera. C'est un livre d'artiste. C'est un livre qui comporte une gravure originale d'Henri Baviera, le peintre et graveur qui habite dans le Var, à Lorgues. Et je vais d'ailleurs vous lire le texte, ça fera un peu une coupure avec ma présentation, et puis ça sera un exemple de ce que je peux écrire. Et c'est aussi ces deux ouvrages d'ailleurs, et puis d'autres encore, les haïkus du voyage, celui-ci et d'autres, montrent aussi l'intérêt que j'ai à travailler avec d'autres artistes, des peintres, des photographes. Il y a eu aussi Saisir la route sur l'Ouest américain avec Agnès Mallet, aux éditions Jacques-André Éditeur à Lyon. Et j'aime beaucoup cette collaboration avec d'autres artistes. Comme lorsque je fais des lectures-concerts, j'aime beaucoup le faire avec des musiciens, lire mes textes avec des musiciens. On monte des sortes de spectacles, c'est un grand mot, mais voilà, d'un tout, une sorte de spectacle où on mêle les mots et la musique. Je l'ai fait avec Hervé Fouéré, je le fais avec Christiane Hildevert, la contrebassiste, et puis un autre contrebassiste aussi, Michel Cerny, avec qui j'ai fait ma dernière lecture-concert qui s'appelle Au long cours. Donc j'aime bien cette collaboration. J'espère un jour en faire avec une danseuse d'ailleurs, ou un danseur. J'aime beaucoup ça. Alors je vais lire ce poème qui s'appelle De loin en loin, et qui figure donc dans ce livre d'artiste d'Henri Baviera. D'un chaudron archaïque, d'une estrade et d'une série de ruptures, avec une longue condamnation, une lente complicité bavarde, une imagination étayée par l'éphémère consistance des vies, une perception accrue portée sur la terre et le ciel. Au-delà de la mélancolie, d'une blessure dans la poitrine, du dénouement de l'esprit, des armes de l'ignorance, du mal en épi, de la foule des facettes, des éclairs, de l'humus et des cascades, du jeu des miroirs dans la salle des plaisirs qui se font et se défont, sur l'inclination savonneuse du moi, viennent de loin en loin les traces, les empreintes et les mots. Mais c'est au faisceau des questions et aux essaims des résistances que s'attelle le peintre, le graveur, le poète. Dans la plaine verdoyante de la rêverie, les artistes aiment infidèlement les mouvements de leurs mains et croient aux capacités immatérielles des œuvres qui leur survivront. Ils embrassent le doute et l'éminence vitale de la mobilité dans la création d'un refus esthétique de la mort. Alors, il fait un petit peu sombre dans mon antre, donc je vais allumer la lumière parce que c'est trop sombre. Voilà. Dans les ouvrages aussi que j'ai fait paraître, je voulais parler de ça parce que je voulais évoquer Françoise Romer qui a fait un autre livre d'artiste avec moi. C'est Porte de la paix intérieure à partir d'un voyage en Chine. J'ai beaucoup été inspiré par les voyages. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et en revenant de Chine, j'ai écrit Porte de la paix intérieure avec une préface de Lin Chi-Yi, qui est un calligraphe chinois, et c'est édité chez l'Harmattan. Et de ce
de ce recueil, Françoise Romer, qui est une peintre varoise, qui habite près de Brignoles, on a réalisé ce livre d'artiste que je trouve très, très joli et que je voulais vous montrer. Avec des extraits qu'elle a choisis elle-même pour faire ses dessins à l'encre de Chine. Et c'est un livre accordéon. J'aime beaucoup aussi les livres qui ont des particularités, qui sortent d'un peu de l'ordinaire, qui ont voilà, une belle facture et puis des belles images. Mon dernier livre, sorti en 2019, c'est La Chambre des récoltes, aux éditions Intervention à haute voix. C'est un ensemble de mes poèmes parus dans des revues, des anthologies, de 2012 de 2002 à 2012. Voilà, 10 ans comme ça. Et puis, ils sont tous parus dans les anthologies ou dans des revues. Et je salue au passage donc Gérard Faucheux, qui fait un travail depuis longtemps et qui est considérable avec cette revue Intervention à haute voix et ses éditions. Il y a aussi, c'est une parution de cette année 2020, en mai, un poème qui est paru dans l'anthologie dont je veux parler vraiment, c'est Sauvons les migrants, aux éditions Paroles et Poésie. C'est une anthologie de poésie, il appelle ça une anthologie poétique humanitaire, et les bénéfices, une grande partie des bénéfices, 60% des bénéfices, sont versés à l'ONG européenne SOS Méditerranée, qui a affrété l'Aquarius, qui affrète aujourd'hui Ocean Viking, des bateaux avec des équipages qui vont sauver les réfugiés et les migrants en mer Méditerranée. Ils vont les sauver de la noyade. Et donc, cette anthologie va au bénéfice de SOS Méditerranée. J'ai aussi fait un film avec mon ami Fernand Garnier de la production VVPR, vidéo, Verdon vidéo, photo, reportage. Nous avons fait un film qui s'appelle Sauver la vie, et dans lequel je dis ce poème avec beaucoup d'ailleurs de vues du Var, puisque le thème est l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le Var, non seulement le Verdon, mais aussi le lac de Sainte-Croix, mais aussi des fontaines dans les 10 villages. Il y a beaucoup de fontaines dans le Var, et donc nous avons fait un film avec des images de SOS Méditerranée, des photos, des films, et puis des images du Var, pour montrer que l'eau n'est pas seulement une menace, elle est une menace bien sûr pour les réfugiés qui fuient la guerre ou qui fuient la misère, la prison, mais elle est aussi source de vie, et elle est aussi belle. Et donc nous avons montré dans ce film Sauver la vie, qui dure une dizaine de minutes, que vous pouvez trouver sur YouTube en écrivant Sauver la vie, Christophe Forgeot, et vous tomberez sur ce film qui promeut cette anthologie au bénéfice d'SOS Méditerranée. Alors je voulais vous dire juste un petit extrait, lire un petit extrait de Sauver la vie, pour vous donner un peu la couleur d'un de mes derniers poèmes de 2020. Sauver la vie. Sauver la vie, c'est ne plus accepter la main tendue dans le vide, les doigts écartés dans la vacuité du ciel d'une humanité oublieuse. Sauver la vie, c'est ne plus croire à la montagne sans le soleil glissant dans sa nuque. C'est ne plus s'accommoder de la vague sans sa mousse crépitante. C'est, en pleine conscience,
ne plus tolérer la parole sans ses nappes fraternelles, les chants d'igname sans la pluie des poignées de main, le partage sans le forage des sourires. Sauver la vie, c'est ne plus supporter le pissenlit sans la bouche de l'enfant qui le disperse d'un seul souffle dans l'univers. Sauver la vie, etc., etc., avec tout cet anaphore-là, sauver la vie qui revient, et qui sert un petit peu de leitmotiv à ce texte-là, qui est paru donc dans Sauvons les migrants, une anthologie au bénéfice d'SOS Méditerranée. Voilà un petit peu les ouvrages que j'ai publiés. Il y en a donc en tout une quinzaine, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a d'autres à venir. Par exemple, une collaboration qui est en cours avec Eva Maria Berg, la poète allemande, qui est francophone et francophile, et qui est une grande amie. Voilà. Et puis d'autres projets aussi, dont un recueil qui va sortir là aux éditions Unicité, soit dans les derniers jours de décembre, mais j'en doute, soit début janvier, qui s'appelle Pleine ruine, aux éditions Unicité. Et puis beaucoup d'autres projets, bien sûr, je vais en parler tout à l'heure. Je ne pourrais pas tous les citer parce que des projets, j'en ai vraiment beaucoup, à la fois en poésie, en théâtre, et puis en carnet de voyage, et en roman aussi. Mais je présenterai trois de ces projets-là. Alors, ça, c'est une présentation avec des chiffres, avec des mots, des couvertures, etc. Et j'aime bien aussi me présenter d'une autre manière, et puis après, j'arrêterai. C'est de dire que, pour moi, ce qui est essentiel, c'est trois choses. L'amour, la poésie et le jardin. Alors, l'amour, pour moi, ça représente l'amour, bien sûr, d'une compagne ou d'un compagnon, mais aussi l'amour de mes enfants, l'amour de ma famille, l'amour réciproque, mais aussi l'amour de l'autre, l'amour de l'inconnu, l'amour de l'étranger, l'amour de l'humanité, l'amour de tous les êtres vivants. Et j'ai d'ailleurs dans ma jeunesse fait un tatouage auquel je tiens toujours, qui représente deux mains qui se serrent, et l'une d'elles porte des mitaines. Je porte des mitaines depuis mon adolescence durant les hivers, et donc c'est ma main, et l'autre main, c'est la main de l'étranger, la main de l'autre. Après l'amour, le deuxième mot qui m'habite vraiment et auquel je tiens, c'est la poésie. La poésie, pour moi, ça rassemble non seulement la poésie, mais aussi tous les arts, avec tous les arts, que ce soit le roman, la littérature, on va dire, la peinture, la musique, la danse, la photographie, les installations plastiques. Voilà, ça représente tous les arts, la poésie. Donc l'amour, la poésie, et le troisième mot, maître mot pour moi, c'est le jardin. Le jardin représentant la nature sauvage en premier lieu, et puis la campagne aussi. Mais je ne confonds pas la nature sauvage et la campagne. Depuis que j'ai lu Robert Hénard, je fais cette distinction. Et voilà, donc cette nature, elle est bien sûr essentielle, autant que la poésie et que l'amour. Il n'y a pas de hiérarchie ou d'ordre. Je mets cet ordre-là parce que, bien sûr, l'amour me semble peut-être le plus important, mais c'est un ensemble qui est un et indivisible. Et quand je vis dans ces trois dimensions, quand je vis grâce et avec, par ces trois mots, je suis le plus heureux des hommes. Voilà, c'est ce que j'aime à dire dans mes présentations. Mais au niveau poésie, j'aime beaucoup d'auteurs, j'aime beaucoup de poètes. Alors les poètes
du XXe siècle, du XIXe aussi, du XXe. Et puis ceux aussi qui vivent encore. Notamment dans le Var, on a la très grande chance d'avoir deux grands poètes, à mes yeux, qui sont Colette Gibelin et Marcel Migozzi. Et ce sont voilà, deux grandes pointures pour moi, et je vis avec eux, avec leur poésie. Et en plus, ce sont des proches, mais c'est une poésie très importante à mes yeux et qui devrait être beaucoup plus connue qu'elles le sont aujourd'hui. Et ces personnes vivent dans le Var, donc on a cette chance-là. Et puis, il y a trois grands poètes pour moi aussi, qui vivent avec moi. C'est Guy Wick, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, quand j'avais co-créé et co-animé la revue de poésie qui s'appelait Le Matin des Boutonnés, en région parisienne. Et Guy Wick avait soutenu la revue avec Jean Rousselot, avec d'autres auteurs et d'autres poètes. Et la poésie de Guy Wick, notamment par Étier, son premier, enfin, le premier recueil que j'ai lu de Guy Wick, et puis Terraquet, bien sûr. Voilà, c'est un grand poète pour moi, et j'aime cette poésie-là. Je me permets d'écrire aussi, pas à la manière de Guy Wick, j'espère pas, mais en tout cas avec j'ai à la fois des vers qui peuvent être très longs, vous l'avez vu, entendu dans Sauvons les migrants ou De loin en loin, mais aussi je me permets d'écrire avec des formes courtes, avec des textes courts, des vers courts, et j'espère bien sûr sortir des sentiers de Guy Wick tout en employant des vers courts. Le vers court n'est pas une propriété de quelqu'un, comme le vers long, le lyrisme n'est pas la propriété d'une personne en particulier. En tant que créateur, j'ai le droit et j'ai envie d'aller explorer différentes écritures et explorer des images, des manières d'écrire qui sont appropriées au moment où je les écris, qui me servent pour m'exprimer par des poèmes, voilà, quelle que soit la longueur du vers. Et je pense notamment à Pleine Ruine, parce que Pleine Ruine, justement, qui va paraître, ce sont des textes courts, très courts, et un éditeur avec qui j'avais envoyé mon recueil m'a fait la remarque en disant on dirait du bon Guy Wick, du Guy Wick dans ses bonnes pages ou quelque chose comme ça. Et donc ça m'a fait très plaisir parce que du coup c'est important, mais pour moi ce n'est pas du Guy Wick, et j'ai le droit aussi d'écrire des textes courts avec des vers courts si ça me chante. Voilà, donc ça c'est le premier poète Guy Wick qui est important pour moi. Et puis il y a aussi René Guicadou. René Guicadou, je l'ai découvert il y a déjà quelque temps, et alors là on est dans les vers longs, dans le lyrisme, avec Hélène ou le règne végétal. C'est d'une beauté incroyable et d'une force aussi évocatrice, d'une évocation très très puissante. Et le troisième poète que je citerai, c'est Christian Bobin. Et là, je peux dire que j'aurais vraiment aimé écrire ce qu'il a écrit. Il a des vers, des images, des métaphores qui sont extraordinaires, et qui sont pour moi vraiment le témoignage de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire de créer des nouvelles images, hein, comme dirait Bachelard, une image qui peut donner justement une explosion d'autres images, et Christian Bobin excelle dans la création
des images poétiques qui, du coup, peuvent nous permettre d'inventer nos propres images, d'exprimer nos propres images, d'évoquer nos propres images. Il a ce don-là, c'est vraiment très puissant, c'est un soutien en même temps. Ces trois poètes sont des soutiens, comme Colette Giblin ou Marcel Nigodzi et d'autres. Ce sont des soutiens, ce sont des moteurs, pour moi très importants. En même temps, ça me situe un petit peu justement aussi parce que avec Christian Bobin et avec René Guicadou, nous sommes dans la poésie de personnes qui ont la foi, hein, qui ont une foi. Voilà. Et cette foi religieuse est en dehors de tout dogme religieux, hein, d'ailleurs. Mais cette foi religieuse, cette spiritualité, je la vis aussi, je la ressens, mais dans un autre domaine, comme dirait mon ami, mon mentor en poésie, René Barbier. Je suis plutôt dans la spiritualité laïque avec ma poésie. Et donc je suis forcément sensible à des poètes comme René Guicadou ou comme Christian Bobin. Aussi Colette Nismazur en Belgique, qui est peut-être plus proche de la partie dogmatique d'une religion, mais qui a une force spirituelle dans sa poésie indéniable. Voilà, donc je me sens très proche de René Guicadou et de Christian Bobin par cette spiritualité-là, qui pour moi est plus une spiritualité laïque. Donc, j'aimerais maintenant vous parler de mes projets. Alors j'ai de nombreux projets en cours. Je ne sais pas combien, peut-être une vingtaine, qui dorment là, tout près de moi, dans un tiroir. Pour certains, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et de temps en temps, il y en a un qui arrive à naître. Voilà, il faudrait beaucoup plus de temps. Et plusieurs vies, certainement. Entre 7 et 10 vies, ça serait bien pour moi, pour pouvoir faire tous mes projets. Mais pour l'instant, je voudrais vous parler de 3 projets. Le premier projet, c'est celui de terminer l'écriture de 21 lettres poèmes, réunies sous le titre Je t'écris depuis ton sourire. Ces lettres poèmes, je les ai offertes à une femme pendant une dizaine d'années, une femme que j'ai profondément aimée. Aujourd'hui, je travaille ces lettres poèmes pour qu'elles soient publiables et lues un jour par un lecteur ou une lectrice sensible. C'est une sorte de correspondance poétique, intime, qui pourrait faire écho, faire résonance chez une personne attentive et ouverte aux sentiments, aux émotions, aux images, sans autre dimension que celle de l'amour, mais en fait avec beaucoup d'autres dimensions. Je vais vous lire un extrait de ce recueil qui est en travail, en gestation. C'est un extrait d'une lettre, une lettre poème. Je t'écris souvent alors que tu es près de moi. J'aime cela car mes lettres ont une durée d'acheminement égale autant que met mon bras pour se tendre. C'est le traitement du courrier le plus court que je connaisse. Et entre toi et moi, mes lettres ont peu de risque de se perdre. Je ne paie jamais rien, pourtant leur affranchissement sentimental me coûte les yeux de la tête et du cœur. Rien de désagréable, rassure-toi. Au contraire, je veux te dire que ce que je t'écris. Excusez-moi. Je veux te dire que ce que je t'écris, je l'écris de l'aubier,
du centre de mes cercles, du milieu de mes pâturages. À chaque fois, je souhaite que mon message ne change pas en passant de ma main à la tienne. Je sais bien que les mots, eux, ne se métamorphosent pas. Le noir reste intact sur le blanc et les espaces conservent leur taille, fine ou forte. Les signes apposés sur mon papier à lettres ne se modifient pas avec le temps. Mais la lecture est si subjective. C'est elle qui se transforme. C'est nous qui évoluons et qui changeons. Chacun est un et indivisible. Nous sommes deux corps, deux esprits différents, même unis, même à l'unisson. Ce que nous croyons être l'unisson, un son unique. Tu liras cette lettre de derrière tes persiennes et moi, pour que tu puisses les ouvrir, je lèverai des offenses, je retrancherai des atteintes, je limogerai des insolences. T'écrire, pour moi, c'est vouloir abolir les barrières de nos frontières. C'est construire des aqueducs entre nos valeurs, nos doutes et nos peurs. C'est permettre à nos flots de circuler, c'est tenter de lancer des filets entre nos esprits pour attraper des rires et remettre à l'eau nos retenues, les laisser apaisés dans leur invariance. Nous n'avons pas besoin de tout expliquer, de tout savoir pour nous aimer. Nous n'avons pas besoin de nous traquer, si ce n'est par humour, à partir duquel nous escaladerons allègrement quelque étage spirituel. Quand ta main prend la lettre que je te tends, mes veines enflent et mon sang valse. Il s'engouffre dans des nuages à grande vitesse, et j'ai l'impression que mes fragilités battent la chamade et que mes tripes se nouent. Sans voix, l'asthme de mon enfance entreprend un baroud d'honneur, et mon souffle s'oblitère. Si j'ouvrais la bouche à cet instant précis, ta main qui saisit ma lettre, je pousserais des litanies de chats plaintifs quand ils n'osent descendre de l'arbre. Je prierais des dieux et des déesses laïques. Mes paroles deviendraient animistes, guettant la moindre de tes réactions, épiant les plus infimes manifestations de tes ressentis. Non pas que mes mots puissent provoquer ta colère ou bien te blesser, comment le pourraient-ils alors qu'ils sont garnis de bonnes intentions, mais parce qu'ils t'offrent une grande part de ma naïveté et que j'ai peur que celle-ci te dérange. Oui, mon amour, je crains ta lecture, car je redoute de passer pour un florilège passionné et finalement banal, ce à quoi je dois ressembler pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu me regardes, tu me souris, tu tends la main vers ma lettre, je te la donne. Voilà, ça c'est un premier projet donc des 21 lettres poèmes. J'ai un second projet qui est un carnet de voyage d'un étudiant de Paris à Ouaïgouya, au Burkina Faso. C'est le titre est De Paris à Ouaïgouya, journal d'un raid humanitaire. Voilà, il relate avec des textes, des poèmes, des photos, des dessins, le voyage d'un jeune étudiant qui veut lier l'utile à l'agréable en allant de Paris à Ouaïgouya, dans le Sahel, dans le nord du Burkina Faso, pour travailler pour l'UNICEF pendant quelque temps. Et puis le troisième projet s'appelle Quotidien du terroir, et c'est un ensemble de poèmes dont le thème central est la nature, et plutôt la campagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a la main de l'homme.
Voilà, c'est là, dans l'antre de mon atelier, que mes projets d'écriture voient le jour. Et c'est de là qu'ils partent, modestes, vers d'autres horizons, sans que je n'y puisse plus rien, en m'accordant la joie et la responsabilité du partage. Un grand merci à vous d'être venu me rendre visite et un grand merci à l'Agence régionale du livre de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt, j'espère. Oui à la vie, j'Apollinaire, je poilu au chemin des dames, je chanson de crâne et je chant des partisans, je communiste libre, j'anarchiste, je juive, je tzigane, je chilien, j'Argentine et je Sarajevo, je Mandela, je Massoud, je Martin Luther King, je Gandhi, j'Inouï et j'étoile. Je suis des jeunes or, je planète tout entière, je monoline usable, je rhabille et je jacquard, j'anonyme et je t'endors. Oui à la vie, à l'utopie foisonnante, oui à la vie, à la feuille blanche, oui à la vie, oui à la vie. Oui à la vie, à l'eau vacillante, oui à la vie, à la quête permanente, oui à la vie, oui à la vie. J'arbre, j'orang-outan, je panda et je giono, je Neruda, je Lorca, je Jara les mains broyées, j'Éluard, j'Octavio Paz, je Lahadi derrière les barreaux. Je tous les murs de la honte quand ils s'effondrent, je Rostropovitch, je Faucheur, je Greenpeace, je Woodstock avec joie. J'Évola, je Brassens, je Kumpa et Ségoun, je Ferrat, je Ferré, je Grand Jacques et sa fraternité, je Dictionnaire et je Poème, je Pluie et je Soleil. Je ma fille et je mon fils, je papa et je maman ensemble, je cigale, j'abeille, je pour les yeux d'une vache, je cosmos, ma seule communauté. J'irakienne, je palestinienne,
j'israélienne apeurée, j'ouvrière, je salarié pauvre, je décroissance, je Porto Alegre. Jana Polistovskaya, Jarté, je satrapie, je pirogue des mots et des fontaines, je jour, je nuis pour écrire, je migre vers la pacification du monde. Oui à la vie, à l'utopie foisonnante. Oui à la vie, à la quête permanente. Oui à la vie, oui à la vie. Oui à la vie, à ta beauté rayonnante. Oui à la vie, à ce grand cri qui m'enfante. Oui à la vie. Oui à la vie.